L'entrepreneuriat, c'est vu souvent comme étant inaccessible. Ben, ça l'était pour moi. Fait que peut-être que je projette un peu, mais c'est vu comme étant inaccessible par beaucoup de monde. D'autant plus qu'on entend, puis on en parlait en pré-entrevue, on entend tout le temps les histoires extraordinaires du fameux Steve Jobs ou de Bill Gates ou de Jeff Bezos d'Amazon, puis toutes, même les histoires, tu sais, Alain Bouchard de Couche-Tard, puis pour moi, je suis comme, je me sens pas à la hauteur de ces gens-là. Personnellement, maintenant, je pense pas que je serais capable de bâtir ça. Je pense pas que je serais capable de bâtir une entreprise qui vaut 1 milliard ou encore moins 10 milliards. Puis quand c'est les seuls exemples que tu as, c'est ça, tu les vois comme des super-héros inaccessibles. Pas nécessairement des bonnes personnes, mais des gens qui ont le pouvoir, là, tu sais, puis fait que ça rend ça complètement inaccessible. Puis ça l'est pas. C'est accessible à tout le monde. Que tu te partes une franchise, tu es un entrepreneur. Travailleur autonome, tu es entrepreneur. Fait que tout le monde est capable de faire ça à différents niveaux. Puis après ça, avec la somme d'efforts, puis de compétences, puis de curiosité que tu vas avoir, tu peux franchir des étapes que d'autres franchiront pas. Mais c'est pas inné. Il y a toujours une petite partie innée, mais comme dans tout dans la vie. Là. Fait qu'après ça, ce bout inné-là, tu l'as, puis tu l'as pas, tu passes à autre chose. Qu'est-ce que tu peux bâtir avec ce que tu as? Bienvenue à Meilleur Humain, Meilleur Monde, rencontre avec des entrepreneurs visionnaires du Québec. Notre invité aujourd'hui, Carlo Coccaro, le fondateur de Grand Possible. Bienvenue sur notre plateau. Ben, merci les gars pour l'invitation. Toujours à mes côtés, mon associé et mon co-animateur, Normand Chadwick. Bonjour. Et mon nom est Tristan Laliberté. Normand et moi sommes tous deux du cabinet de services financiers Diversico Finances Humaines et on donne des conseils financiers à des gens comme Carlo et plein d'autres personnes qui sont venues sur notre plateau. Carlo, on va faire rapidement ta bio avant de se lancer dans la chicane. Alors, Carlo, tu es un entrepreneur social québécois. Tu es le fondateur de Grand Possible et d'initiatives dont notamment Nureka et Ancrage et aidersonenfant.com. Exact. On dit de toi que tu transformes l'anxiété éducative en solutions concrètes et bienveillantes. Visionnaire pragmatique, tu incarnes une nouvelle génération de leaders pour qui impact social et innovation vont de pair. Père de famille, bâtisseur et porteur de sens, tu n'attends pas le changement, tu le crées. C'est une belle intro. Ça pourrait être sur ma pierre tombale plus tard. Il n'attend pas le changement, il l'a créé. On le mettra au passé, mais ça va marcher. Oui, exact, tout à fait. Alors, premièrement, vraiment honoré, tu es la deuxième entrepreneur sociale qu'on reçoit. Deuxième sur combien? Deuxième sur, d'après moi, on est rendu à 55. C'est pas assez. Donnez-vous l'objectif pour vous rendre à 100 épisodes et avoir au moins 10-20% d'entrepreneurs sociaux. Là. Ouais. Le 2 sur 50, c'est pas assez. Est-ce qu'on va pouvoir compter sur ton aide pour nous en Je vais vous en trouver. présenter? Je vais vous en trouver. Des Ben, meilleurs que moi. Parfait. On accepte le challenge Bon. et on apprécie la collaboration dans le challenge. Alors, commençons par parler un peu de toi. Tu es enseignant de formation. Non, pas du tout. Pas du tout? Non, je suis pas enseignant, puis je me fais toujours dire ça. Parce Ben que, oui. tu sais, au fil des années, à travailler dans un domaine, on acquiert une tonne d'informations, puis même de Ouais. compétences. Puis quand je parle à des enseignants, des orthopédagogues ou des parents, tout le monde dit « Ah, t'es enseignant? » Je suis pas enseignant. OK. J'ai marié une enseignante, la Ouais. femme la plus extraordinaire au monde, Isabelle. Ouais. Je suis passionné d'éducation. J'ai été prof d'italien au cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu. Mais c'est pas vraiment enseignant. Je ne serais pas dans une classe. C'est pas ce que je ferais au primaire, au secondaire. Mais je suis passionné de ça. Puis j'ai créé, au départ, avec Isabelle, ma femme, ce qui est devenu Grand Possible. OK. Ben alors, il faut croire que nos recherchistes avaient fait une petite erreur à ce niveau-là. C'est correct. Le pire, c'est qu'en coulisses, tu nous as dit que tu as commencé par étudier au HEC. Oui, en fait, moi, j'ai toujours eu en moi la volonté d'être entrepreneur. J'ai toujours admiré ça. Puis j'ai toujours pensé que j'avais pas ce qu'il fallait. Puis je manque zéro confiance en moi. C'était même pas ça l'enjeu. C'était juste, non, j'ai pas ce qu'il faut. Puis dans mon entourage, mais j'en ai pas d'entrepreneur. Tu sais, mes deux parents, c'est des travailleurs d'usine. Mon père est un immigrant italien. Puis tu sais, j'avais à classer le concept d'entrepreneuriat. Tu as les entrepreneurs puis tu as les immigrants. On se doute pas à quel point c'est tough immigrer. Puis c'est un acte d'entrepreneuriat extrême. Tu changes de ville, de culture, de langue, tu n'as plus tes familles, tu n'as plus ta famille, tu n'as plus tes repères, il faut que tu te bâtisses une nouvelle vie. L'entrepreneuriat, c'est rien par rapport à ça. Fait que je pense que j'ai ce sang-là, mais pas d'exemple d'entrepreneur. Donc, je voyais ça comme étant une montagne qui n'était pas pour moi. Tu sais, j'ai pas ce qu'il faut. Puis finalement, au cégep, il y a eu une transition entre les sciences puis le technique, pas une technique, mais un diplôme en gestion préuniversitaire. Après ça, un ami de la famille, un cousin éloigné me dit « Ah, tu sais, en gestion, il y a HEC qui existe. » Je connaissais pas ça. J'ai creusé, puis il n'y a pas une soirée où je n'allais pas voir leur site web puis les plans de cours.
J'étais comme obsédé par ça. Je suis oh my God. Puis là, je me voyais là-dedans. Je me suis inscrit, j'ai fait ça. Puis encore là, je pensais pas que j'étais un entrepreneur. Puis troisième année bac, il fallait se spécialiser quelque part. Puis là, j'étais en échange en Italie. J'étudiais à Milan, en Italie. Puis à la dernière seconde encore, je m'en allais dans marketing, management. Puis finalement, je me suis inscrit à la dernière minute dans le profil entrepreneuriat. Et là, ça a changé ma vie professionnelle. L'anecdote que j'ai encore en tête, puis que je vis encore comme si je la vivais il y a 25 ans, 30 ans, c'est on était autour d'une table, on était 18 dans le profil entrepreneuriat au HEC. Tu sais, sur une cohorte de 1200 élèves, HEC ne sont pas reconnus pour l'entrepreneuriat autant que pour la comptabilité, finance, marketing. Puis on était 4-5 autour d'une table. Puis dans ce profil-là, il fallait bâtir un projet entrepreneurial puis le mener à terme avec un plan d'affaires. Puis on était autour d'une table, puis là, on challengeait les idées des autres, puis on se faisait challenger sur nos idées. Puis on était une des trois premières rencontres de l'année. Puis après 3 secondes, 3 minutes, les gens parlaient, puis là, j'ai fait « Oh my God, je suis comme eux autres. » Ça a été comme « Shit, mon cerveau fonctionne comme le leur. Ce qu'ils disent, il me semble que je le dirais, puis peut-être que je le dirais mieux. » Puis ils me challengeaient, je dis « Oh my God, ça c'est brillant. » Puis là, ça a été le déclic de « Hey, je suis peut-être un entrepreneur. J'ai peut-être ce qu'il faut. » Puis par après, ça m'a amené à faire tout ce que j'ai fait. Ben, pas à faire tout ce que j'ai fait, mais dans le chemin que j'ai... Tu dis cerveau d'entrepreneur. Ouais, ben, oui. Tu sais, être entrepreneur, c'est un mélange de compétences, d'expérience, puis de tempérament, beaucoup. Puis on n'a pas besoin d'être parfait. C'est pas nécessairement à la naissance qu'on devient entrepreneur, mais comme un paquet de métiers, puis un paquet de passions dans la vie, il y a une notion d'ADN. Tu sais, t'as pas le choix. Là, Après ça, la tolérance au risque, la créativité, l'ingéniosité, la résolution de problèmes complexes, le travail d'équipe, l'esprit d'entrepreneuriat, tout ça, ça se développe, ça s'acquiert, puis tout le monde a un point de départ. Il y en a que le point de départ est... Sidney Crosby, son point de départ au hockey, il est là, mais sans entraînement, il ne serait pas dans la ligue. Fait que, après ça, il y en a des Steve Bégin que j'ai toujours admiré. Je ne sais pas si vous connaissez Steve Bégin, là, joueur qui littéralement mangeait la bande au hockey puis qui avait un talent limité. Ben lui, son talent est là, puis avec l'effort, il s'est rendu là. Fait que c'est tout le temps un mélange des deux. Là. Puis je dis ça parce que c'est important, parce que l'entrepreneuriat, c'est vu souvent comme étant inaccessible. Ben, ça l'était pour moi. Fait que peut-être que je projette un peu, mais c'est vu comme étant inaccessible par beaucoup de monde. D'autant plus qu'on entend, puis on en parlait en pré-entrevue, on entend tout le temps les histoires extraordinaires du fameux Steve Jobs ou de Bill Gates ou de Jeff Bezos d'Amazon, puis toutes, même les histoires, Alain Bouchard de Couche-Tard, puis pour moi, je me sens pas à la hauteur de ces gens-là. Personnellement, maintenant, je pense pas que je serais capable de bâtir ça. Je pense pas que je serais capable de bâtir une entreprise qui vaut 1 milliard ou encore moins 10 milliards. Puis quand c'est les seuls exemples que tu as, c'est ça, tu les vois comme des super-héros inaccessibles. Pas nécessairement des bonnes personnes, mais des gens qui ont le pouvoir, là, puis fait que ça rend ça complètement inaccessible. Puis ça l'est pas. C'est accessible à tout le monde. Que tu te partes une franchise, tu es un entrepreneur. Travailleur autonome, tu es entrepreneur. Fait que tout le monde est capable de faire ça à différents niveaux. Puis après ça, avec la somme d'efforts, puis de compétences, puis de curiosité que tu vas avoir, tu peux franchir des étapes que d'autres franchiront pas. Mais c'est pas inné. Il y a toujours une petite partie innée, mais comme dans tout dans la vie. Là. Fait qu'après ça, ce bout inné-là, tu l'as, puis tu l'as pas. Tu passes à autre chose. Qu'est-ce que tu peux bâtir avec ce que tu as? Là? Et là, on va parler de ce que tu as bâti. Fait que sous le parapluie grand possible. Ouais. Vraiment, parle-nous un peu de la genèse de tout ça, parce que là, on est parti de dernière année au HEC, t'allumes que t'es ça, t'es sur ton X. Longue histoire courte, là, j'ai gradué à HEC, j'avais un plan d'affaires pour une agence de relocalisation qui aidait les entreprises à amener des employés à Montréal ou au Québec. J'ai relu mon plan d'affaires il y a quelques années, puis c'était vraiment mauvais. C'était pas très bon. Mais le plus important, c'est le chemin, c'est pas la destination. Fait que ce chemin-là m'a donné confiance dans quelque chose. Après ça, je me sentais pas prêt à me partir en affaires encore. Fait que je suis devenu gestionnaire en formation chez Sears Canada. Puis j'avais jamais travaillé dans le commerce de détail, mais bon, j'ai fait ça pendant 9 mois, les pires 9 mois de ma vie professionnelle à ce moment-là. J'haïssais ça. Eux me voyaient comme étant très bon. Tu sais, j'étais un bon vendeur, puis j'ai comme la capacité de gestion, mettons, puis de gestion de personnel. Fait que ils ont vu ça, ils me voyaient directeur de magasin. Puis après 9 mois du processus de formation, j'ai démissionné parce que ça me stressait. C'était tellement un mauvais milieu, un milieu qui tuait la créativité. Les décisions étaient prises à Toronto, si on l'entendait souvent. Moi, ça me tue. Là. Tu sais, si tu ne laisses pas de la liberté pour créer, puis essayer de brasser les cartes, puis quitte à se tromper, ben ça m'intéresse pas. Fait que j'ai lâché ça. Mais juste avant, 3 mois avant, Isabelle, ma femme et moi, qui allait devenir enseignante, je pense, elle finissait son bac. Moi, j'avais fini mon bac depuis 6-7 mois.
On croise dans le journal d'entreprise de tutorat, puis elle avait travaillé pour une entreprise comme ça, puis c'était mal géré, puis c'était mal fait. Puis j'ai fait, on le fait nous autres. J'étais tellement à bout de ce que je faisais, ça a été le déclic pour faire, OK, on se lance. Le lendemain, on a créé l'entreprise. Quelques mois plus tard, on a eu nos premiers clients. J'ai démissionné 2-3 mois plus tard, puis depuis, je ne fais que ça. Ça a commencé, ça s'appelait Devoirs et leçons, on offrait du tutorat. 2010-2011, on a rajouté de l'orthopédagogie, donc l'aide aux élèves ayant des défis particuliers, principalement des troubles d'apprentissage ou TDAH. Après ça, on a ajouté des logiciels pour aider les jeunes qui ont des troubles d'apprentissage ou des défis particuliers, des logiciels qui leur permettent d'exprimer leur plein potentiel. Ça, c'est aux alentours de 2010-2011. Après ça, dans le processus, il n'y a pas une journée où les parents ne nous appelaient pas pour nous poser des questions. Tu sais. L'école m'appelle pour un plan d'intervention, je fais quoi? Est-ce qu'il faut que j'aille là? Ou j'ai reçu un plan d'intervention par la poste, qu'est-ce que je fais? Mon enfant est stressé, je fais quoi? Mon enfant passe du primaire au secondaire. Un paquet d'enjeux. Puis là, j'ai fait le constat que... en fait, j'ai fait 3 constats à ce moment-là, à peu près. De dire, tout le monde est d'accord pour dire que le parent fait partie de la solution. C'est tout le monde... Oui. Le rôle prédominant, crucial, important du parent dans la réussite de l'enfant, tout le monde est d'accord avec ça. En même temps, la société prend pour acquis le rôle du parent. La parentalité, c'est pas acquis. C'est pas inné, c'est acquis. Ce que ça veut dire, c'est qu'on a le même cerveau qu'il y a 3000 ans. Puis il y a 3000 ans, il n'y avait pas d'école. Puis on se mariait à 12 ans, on avait 4 enfants, puis on mourait à 25, puis on avait peur de se faire chasser par le lion, et non l'inverse. Notre cerveau, c'est le même, littéralement le même cerveau qu'il y a 3000 ans, à quelques exceptions près. Donc, de dire, je vais accompagner mon enfant qui a un TDAH, mon enfant est stressé, je fais quoi? Moi, je vis du stress moderne, je fais quoi? Mon enfant a un trouble d'apprentissage, je fais quoi comme parent? Mon enfant fait des crises, mais des crises pour des raisons complètement différentes qu'il y a 3000 ans, je fais quoi? C'est de l'acquis. Il faut s'outiller comme parent, il faut s'informer, il faut s'outiller. Mais comme la société prend pour acquis que c'est inné, ce qui n'est pas le cas, tu sais, ce qui est inné dans la parentalité, là, c'est de nourrir son enfant, puis mettre de un toit sur sa protéger. tête. C'est ça. Protection animale, là, guider, ouais, c'est ça. Guider encore là, en partie, mais on est des animaux. Hein. Fait il y a quelque chose de bien basique dans ce qui est inné chez nous. Mais comme la société prend pour acquis que c'est inné, parce que c'est assez récent quand même, ce concept-là, même d'école, puis que les jeunes ne décrochent pas à 14 ans, comme ma mère a lâché l'école en secondaire 2 pour aller travailler à l'usine pour nourrir sa famille, ben il n'y a pas de ressources pour outiller les parents. Ça, c'est le constat que j'ai fait en 2014-2015. Fait que là, travailler fort pour dire, OK, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour aider les parents, qui était un peu une cause complémentaire à ce qu'on faisait déjà pour les élèves qui ont des difficultés ou des troubles d'apprentissage, ce qui a mené à lancer aidersonenfant.com. Donc, Nureka, qui est l'entreprise avec les services d'orthopédagogie qu'on ne fait plus maintenant, et principalement les logiciels et les ressources pour aider les jeunes et les enseignants au niveau pédagogique. C'est une entreprise privée, mais on a lancé l'organisme aidersonenfant.com qui, là, lui, vise à outiller les parents face aux petits et grands défis de la parentalité. Puis il y a juste ça, des petits et grands défis dans la parentalité. Tu sais, les parents qui nous écoutent, ils savent, c'est juste ça, des petits... Plein de joie, là. Il y a plein de petits et grands défis. Fait qu'il faut s'outiller. Puis c'est devenu une grande, belle communauté de parents qui s'entraident avec des rencontres avec des experts. Mais pas des experts qui disent, si tu veux être un bon parent, il faut que tu fasses ça. Ou les études disent ça, faites ça. Les parents sont tannés de se faire dire quoi faire. C'est vraiment de l'entraide, de s'outiller comme parents face aux défis qu'on a avec nos enfants. Puis on en a tous. Puis l'autre affaire, on en a tous des défis. Fait que ce qu'on voit sur Facebook, puis sur Instagram, puis sur TikTok, à quel point les familles sont extraordinaires à aller planter des feuilles, des fleurs ensemble, ou aller cueillir des pommes, puis on a l'impression qu'il n'y a pas de chicane. C'est de la bullshit, là. Je veux dire, tout le monde... Tout le monde est beau sur Facebook. Tout le monde... Bien, tout va bien. Alors que tout le monde a envie de la chenoute à la maison. Puis c'est correct, ça fait partie du chemin. C'est ce qui a mené à la création d'aidersonenfant.com. Puis, qui est la plus grande ressource du genre, la première et la plus grande ressource du genre pour outiller les parents face aux petits grands défis. Puis, ce qui est intéressant avec Aider son enfant, c'est que c'est des défis non pédagogiques. Donc, on n'est pas dans comment aider son enfant en maths. L'école a un job à faire. Ça, c'est le job de l'école. C'est comment encadrer son enfant, comment outiller son enfant, comment guider son enfant, comment aider son enfant à développer ses compétences socio-émotionnelles tout en gardant une bonne relation avec lui ou avec elle. C'est ça, aider son enfant. Carlo, il y a quelque chose en ce moment dans l'actualité. Oui. On est en mai 2025 où les fameux cellulaires à l'école. Absolument. Et le vouvoiement. Et le vouvoiement, bien sûr. C'est quoi ton opinion là-dessus?
OK. Ben, le cellulaire à l'école. Il y a des enjeux de santé publique liés aux écrans chez nos jeunes. Oui. Chez les adultes aussi, mais on parle des jeunes ici. C'est un enjeu. Le niveau de stress augmente. Il y a des enjeux mettons, violence, intimidation, cyberintimidation. Il y a des enjeux d'estime de soi, surtout chez les jeunes filles, par rapport à l'image de la femme, entre autres. Chez les gars aussi, mais c'est un petit peu plus fréquent chez les filles. C'est des enjeux de santé publique. Mais c'est notre faute, là. On a donné, comme société puis comme parents, des écrans à nos jeunes. Fait qu'on peut pas les blâmer, là, tu sais. Cela dit, il faut les protéger. Je suis pour l'interdiction des cellulaires personnels à l'école pour des raisons non pédagogiques. Donc, un peu le projet de loi là, qui est proposé par le ministre Drainville. Je pense qu'il faut retirer ça, ramener le plus de socialisation possible, parce que ça, c'est l'autre enjeu aussi. Les jeunes socialisaient moins en personne. Leurs compétences socio-émotionnelles sont moins fortes ou pas aussi fortes qu'elles devraient être à cause des écrans. Donc, je pense que c'est une bonne chose qu'à l'école, dans cet environnement contrôlé-là, il y ait moins d'écrans qui deviennent vite, même, puis on le voit pour les adultes, hein, moi le premier, j'ai 5 minutes de pause, je sors mon téléphone puis je regarde l'écran. Fait qu'on dit quoi, un jeune dont le cerveau est pas mature, puis il n'est pas mature avant 25 ans, le cerveau, là, on dit « Hey, non, fais pas ça, prends pas ton écran », son cerveau n'est pas capable de gérer ça. Donc, je suis plutôt d'accord. Ce qui est cool, par exemple, avec les jeunes, c'est qu'en même temps que ça, il y a une vague plus ou moins forte, on va voir, là, de jeunes qui se rebellent un peu comme ça, puis qui veulent créer un mouvement de « Non, on veut garder nos écrans à l'école ». Je ne sais pas si vous avez vu ça passer. Une pétition, là, une pétition près de 55 000 noms hier soir quand j'ai regardé de jeunes et adultes qui ont signé ça. Ça, je trouve ça extraordinaire. Autant je suis d'accord avec l'interdiction, autant ce qu'on veut d'un système scolaire, là, c'est d'outiller nos jeunes, les amener avec les citoyens de demain. Puis, tu n'es pas un citoyen à 18 ans et un jour en commençant à être citoyen à 18 ans et un jour. Tu l'es dès la petite enfance. Développer ces forces-là qu'on a tous d'être des citoyens, d'avoir des opinions, de se tenir debout, de se battre pour nos idées, là, ça vaut de l'or. Puis dans beaucoup de milieux, ben, c'est challengeant pour l'adulte. Tu sais, les adultes n'aiment pas ça. Puis moi, je le vois même avec mes garçons à l'école. J'ai 3 garçons qui ont des têtes fortes, qui ont des opinions puis des valeurs fortes. Puis quand ça vient en contradiction, à tort ou à raison, des fois c'est à tort, mais des fois c'est à raison avec l'adulte se fâche. Mais ça, c'est un comportement qui ne devrait pas exister chez l'adulte, là. Surtout en contexte professionnel, scolaire. Les enfants, ils se lèvent, ils expriment une opinion de façon respectueuse, polie, sensée, puis ils se battent pour leurs idées. Wow, bravo, lâchez pas. Après ça, c'est notre rôle de parents puis d'adulte que d'encadrer nos jeunes. Mais en même temps, c'est notre rôle de le dire, d'en faire les meilleures versions d'eux-mêmes. Fait que c'est pas en essayant de les mettre dans un moule, puis de dire après ça, on casse le moule à 18 ans, puis là, on va les blâmer parce qu'ils sont pas assez à leur affaire, parce qu'ils prennent pas assez soin de l'environnement, parce qu'ils gèrent pas bien les finances publiques. Non. On a des valeurs dès l'enfance, puis on construit le citoyen de demain, mais dès aujourd'hui. Donc, cette réaction-là des jeunes, moi, je dis qu'il faut l'encourager. Il faut la guider de façon à ce qu'ils puissent bien s'exprimer, bâtir leur argumentaire, se battre pour leurs idées, puis après ça, comprendre pourquoi les adultes prennent ces décisions-là. Puis il y a des bonnes chances que ces idées-là des jeunes viennent améliorer nos idées d'adultes. Mais si on ne les écoute pas, ou si on les dénigre, ou si on leur dit « Non, mais vous êtes juste des enfants, vous ne comprenez pas », mais qu'est-ce qu'on leur dit? C'est que vous n'êtes pas à la hauteur, vous n'êtes pas des vrais citoyens, vos idées valent de la merde, même si c'est vous qui êtes touchés par ça, alors que c'est tout le contraire qu'on doit faire. Puis je ne dis pas qu'on ne fait pas ça, mais je pense que je reçois des histoires comme ça, des dizaines par semaine d'adultes qui rabrouent les enfants constamment pour un tout et un rien. Fait que moi, je veux juste encourager cette initiative-là en même temps. Parle-nous un peu de tes différentes initiatives, comme tu les appelles, tes différentes entreprises, sont toutes en dessous du parapluie là, de grand possible. Tu atteins combien de monde avec ça? Vers où tu veux aller avec ça? Ça serait quoi la mesure du succès de tout ça pour toi? OK, c'est plein de questions. En fait, on a 3 initiatives principales. Il me reste la 3e à nommer. Il y a Nureka pour les outils techno et les outils pédagogiques, aidersonenfant.com pour outiller les familles. Et on a Ancrage Mieux-être, qui est le petit bébé qu'on a lancé il y a 1 an et demi. Ancrage, on a développé une solution pour améliorer le bien-être du personnel scolaire. Parce que ça, c'est un autre enjeu. Hein? Il y a un fort taux de décrochage de la profession chez les enseignants, chez les directions. Et de désintérêt à y aller. Et de désintérêt à y aller. Donc là, on a développé une solution pour améliorer leur bien-être. Réduire les incidences de santé mentale, de congés de maladie courte et longue durée, et en même temps, de façon importante mais secondaire, améliorer le climat à l'école et le climat de classe. Donc, il y a Ancrage qui existe, qui est le nouveau-né. Pour répondre à ta question, on évalue que depuis les débuts, on a aidé à peu près 765 000 jeunes
très directement ou un peu indirectement, avec les solutions technologiques, avec aidersonenfant.com ou avec Ancrage. On est présent actuellement dans près de 500 écoles, seulement avec Aider son enfant, puis on a un produit qui s'appelle les parcours parents. Je dirais que c'est un peu comme un Netflix de conférences d'experts. J'aime pas la comparaison, mais les gens la comprennent, la comparaison. Là. C'est des rencontres d'experts avec notre animatrice et ambassadrice Élise Marquis. C'est des groupes de discussion, c'est des événements en direct où les parents posent des questions aux experts. Quand je dis qu'on a bâti une communauté de parents, là, c'est un peu ça aussi avec les parcours parents. Et ça, les écoles s'abonnent aux parcours parents. Puis ça remplace les conférences en présentiel. Puis ça, j'ai lancé ça en 2018-2019 parce que ce qui arrive, c'est que les écoles font venir un conférencier à l'école, une super orthophoniste ou un chercheur universitaire. C'est extraordinaire qu'il soit, puis il y a 3 parents et quart qui se déplacent le mercredi à 19h. Puis c'est normal. Moi, le premier, je suis papa de 3 garçons, je suis passionné d'éducation, mais s'il faut que j'aille à l'école le mercredi à 19h, il y a bonne chance que j'y aille pas. La vie va vite, puis il faut que je m'occupe de mes autres enfants, de mes enfants à la maison. Puis tout ça, fait que on a développé un peu ce produit-là moderne, très innovant pour aller outiller concrètement les parents en ayant le meilleur des deux mondes. Donc, plein d'experts, du contenu. T'sais, on travaille très, très fort pour condenser le contenu et le rendre très pratico-pratique, puis en même temps créer des interactions avec nos groupes de discussion et les événements en direct. Donc, on est dans 1 école sur 6 au Québec. C'est la ressource la plus utilisée au Québec pour outiller les parents. Puis, tu sais, les écoles, hein, quand je disais, on prend pour acquis que les parents ont tout ça inné, mais ça ne l'est pas. Mais l'école n'a pas le mandat d'aider le parent. L'école est là pour l'enfant. Mais l'école comprend que le parent fait partie de la solution, c'est clair. Puis en même temps, l'école, des fois, va critiquer beaucoup le parent. Il y a une grande distance entre l'école et les parents maintenant. Donc, c'est très difficile Il faut instaurer un climat positif de communication, ce qui n'est pas toujours là dans tous les milieux. Puis les parcours parents servent à ça. C'est un outil que les écoles ont pour outiller les parents et communiquer positivement avec eux, de façon à ce que les parents le prennent positivement aussi, parce qu'ils comprennent que les parcours sont faits pour les parents. Ils ne sont pas faits pour juger les parents puis les mettre dans un carcan qui fait l'affaire de l'école. Non, notre contenu est juste vrai, pur, pratico-pratique, puis qui sert tout le monde, dans le fond. Fait que les parcours parents servent à ça. Puis encore, comme je disais, on est dans 1 école sur 6. Dans le cas des logiciels techno qu'on a pour les jeunes qui ont des troubles d'apprentissage, il y a une stat qui est vraiment cool, qui n'est pas juste causée par nous. Il y a, là, je vais exagérer dans le sens où ce n'est pas les vrais stats à la personne près, mais il y a 15 ans au Québec, il y avait à peu près 300 jeunes en situation de handicap dans les cégeps. Situation de handicap, c'était handicap principalement physique ou à la limite, vision, audition, mais sinon, c'était handicap physique. 15 ans plus tard, il y en a 9000. Wow. OK. Et le 9000, c'est une excellente nouvelle. Parce que 9000, là-dedans, ils ont mis, dans les cégeps du Québec, une définition qui appelle les handicaps invisibles ou émergents, qui n'existe nulle part ailleurs. Là, c'est très eux autres qui ont fait ça. C'est les troubles d'apprentissage. Qu'eux mettent dans une catégorie, parce que c'est des élèves qui ont besoin d'un soutien un peu particulier des fois. Ça veut dire que c'est des jeunes qui, avant, ne réussissaient pas. C'est des jeunes qui, avant, lâchaient l'école en secondaire 3, 4, 5, ou finissaient pas leur secondaire, ou allaient à la formation générale des adultes des fois pour tenter de réussir. Maintenant, ils se rendent au cégep et à l'université. Donc, les outils techno qu'on a, on les vend énormément aussi au primaire, au secondaire, au cégep, à l'université et dans les milieux de travail, parce que c'est des outils comme un crayon. Que ça fait rien à ta place, mais le crayon te permet de prendre tes idées dans ta tête et de les exprimer à l'écrit. Ben, un des logiciels qu'on a qui s'appelle WordQ fait exactement ça. Ça permet aux jeunes d'exprimer leur plein potentiel du primaire à l'université. Fait que, tu sais, le nombre de jeunes, puis quand je dis que c'est pas juste nous autres, évidemment, c'est pas juste nous autres. Meilleur dépistage, meilleur soutien par l'orthopédagogie, meilleure connaissance du cerveau depuis 15 ans qui n'était pas là avant. Fait un monde de différence. Mais je pense qu'on a un impact significatif ici. Puis on est présent en Europe depuis 2010-2011 aussi, avec un impact similaire en proportion. Évidemment, c'est différent, mais similaire. C'est quoi ton équipe derrière tout ça pour tout soutenir ces projets-là en ce moment? Une équipe... dans ma tête, je me disais, il faut que je dise que c'est une équipe extraordinaire. C'est évidemment une équipe extraordinaire. Personne ne va dire le contraire. C'est vraiment une équipe extraordinaire. On est une dizaine de personnes derrière ces 3 initiatives-là. Des gens, je dirais un mélange de gens évidemment extrêmement compétents, mais des gens qui vivent littéralement les mêmes valeurs qu'on a tous dans le groupe. Puis, tu sais, pour moi, il n'y a rien de plus important que les valeurs. Tu sais. Alors, on en parlait un petit peu, mais tu sais, tout le monde a des belles valeurs quand ça va bien. Quand ça va mal, que là, on voit les vraies valeurs des gens. Fait que nos valeurs dictent vraiment quel genre de décision on va prendre pour atteindre nos objectifs, quel chemin on va prendre pour atteindre nos objectifs. La fin ne justifie pas les moyens. Là, tu sais. Puis, tu sais, on a 5 valeurs là, qui sont plutôt simples. Là. Il y en a une, c'est l'humain avant tout. On est des humains qui aident des humains, à l'interne de l'équipe et à l'externe.
qu'on ait des logiciels ou qu'on ait... C'est pas important. On est juste des humains qui aident des humains. Gardons ça en tête. Notre outil n'est pas important s'il n'aide pas du monde. T'sais. Donc, l'humanité est au cœur de l'équipe, autant que dans nos relations entre nous qu'avec à l'externe. Il y a une valeur d'impact, évidemment. Vendre des gadgets, ça ne m'intéresse pas. T'sais, vendre des trucs pour vendre des trucs, zéro intéressant, zéro motivé par ça. Donc, on va avoir de l'impact. Quand on fait quelque chose, il faut que ça ait de l'impact. Le plaisir. Puis là, le plaisir, tout le monde a cette valeur-là. Moi, je dirais juste... il y a 2 phrases qui résument ça. C'est le chemin doit être aussi agréable que la destination. Mm-hmm. Pas tout le temps, mais presque tout le temps. Il y en a des bouts de rough, là, tout le monde en a, mais reste qu'au quotidien, si c'est pas agréable, pourquoi on fait ça? C'est comme la fin ne justifie pas les moyens. Il faut que ce soit agréable. Et en même temps, on fait des choses sérieuses, mais on se prend pas au sérieux. On est dans l'autodérision tout le temps, on se prend pas au sérieux. Puis ça, c'est un mode de vie. Là. Je suis comme ça dans ma vie. Fait que, il y a comme une légèreté qui vient avec ça, qui fait vraiment du bien. Si t'es trop sérieux, tu ne fais pas dans l'équipe, ça marchera pas. Puis trop sérieux, si tu te prends trop au sérieux, tu vas trouver rough mon humour, là, qui est comme vraiment juste dans l'autodérision tout le temps. Et l'humour du reste du groupe aussi. Puis après ça, il y a l'innovation. C'est avec l'innovation qu'on change le monde puis qu'on avance. Puis l'autre valeur, c'est on aide une personne à la fois, mais on veut changer le monde. Fait qu'on le fait une personne à la fois, mais on veut aider des millions de personnes. Fait qu'il y a comme c'est une personne à la fois, mais on veut changer le monde en aidant des millions de personnes. Puis ça guide un peu tout ce qu'on fait. Puis après ça, on a trop de projets, je trouve, des fois, mais on est intense. Là. Ça part du gars que tu as découvert la dernière année du HEC, je pense, ce bout-là. Oui, c'est ça. Oui. Puis tu sais, il y a un livre, moi, qui a changé ma vie comme entrepreneur. Pendant longtemps, je me trouvais incompétent. Puis je pense que tous les entrepreneurs se trouvent incompétents parce qu'il y a comme un... Syndrome de l'imposteur, souvent. Syndrome de l'imposteur, et on doit toucher à tout, là. Tu sais, un bon entrepreneur est bon en finance, un bon entrepreneur est bon en ressources humaines, un bon entrepreneur gère ses opérations, un bon entrepreneur est bon en marketing, un bon entrepreneur, c'est un bon vendeur. Ou, s'il n'est pas bon, doit bien gérer ça. C'est pas vrai, là. C'est pas vrai qu'on peut être bon dans tout ça. Fait que c'est sûr qu'on a un sentiment d'incompétence ou d'infériorité dans un paquet de ces sphères-là. Puis moi, j'avais ce feeling-là beaucoup, parce que je voyais ce que je faisais de pas bien. Puis je pense être très bon pour m'auto-critiquer sans m'auto-flageller. Je suis comme, OK, ça, t'es pas bon. Qu'est-ce que tu peux faire? Puis bon. Puis j'ai lu un livre qui s'appelle Rocket Fuel. Je sais pas si vous connaissez, les gars. Rocket Fuel, j'ai oublié l'auteur. Dans le fond, le postulat est très, très simple. Il y a 2 types d'entrepreneurs. Il y a des intégrateurs, il y a des visionnaires. Il y en a des fois qui sont les deux, c'est l'exception, oublie-les. Puis tu peux jouer les 2 rôles pendant un certain temps. Après ça, ça prend 2 personnes différentes. Puis encore là, c'est 2 rôles très, très simples. L'intégrateur, c'est le DG. C'est lui qui make it happen. Tu as une vision, un objectif, une stratégie qui est mise en place, l'exécution. Coordination de l'équipe, aller chercher le bon monde, l'exécution du quotidien. Tu sais, un horizon 0-12 mois, mettons. C'est l'intégrateur, c'est le DG. Le visionnaire, c'est le président. Ou c'est lui qui qui fixe les objectifs, qui fixe la direction. Tu sais, on va-tu dans cette forêt-là ou on va dans celle-là? Laquelle va être bonne dans 5-10 ans? C'est quoi le vrai besoin ou le vrai bobo qu'il faut aller attaquer pour changer le monde? Quel genre de gros partenariat on doit bâtir? Ça sert le DG, mais tu sais, c'est 2 rôles complètement différents. Puis le président, puis le visionnaire, lui, c'est le 12 à 60 mois. Là, tu sais. Il y a toujours comme 1 an d'avant. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, oh my God, je suis un visionnaire. Puis c'est pour ça que je me sens pas bon dans mon rôle d'intégrateur. Je l'ai fait longtemps, mais ça fait du bien. Tu sais, c'est un peu comme un diagnostic. Ah ouais. Quand tu reçois un diagnostic d'autisme ou de TDAH ou de dyslexie, Au moins, ça nomme la chose. Oh my God, c'est ça que j'ai. Je suis pas cave. J'ai juste ça. Ben moi, j'ai ça. Puis ça m'a vraiment, vraiment fait du bien. J'encourage les gens à aller lire ce livre-là. C'est un livre qui fait vraiment du bien parce que ça positionne tes forces, tes talents, puis ça permet de voir quel genre de monde avec qui tu dois travailler aussi pour justement compléter tes défis. Ce que j'ai aimé tantôt quand tu as nommé tes valeurs, je trouvais que le dénominateur commun, tout ça, c'est le relationnel. Beaucoup Absolument. de relationnel. Ouais. Est-ce que c'est l'ingrédient qui manque aujourd'hui dans la société? Oh, dans la société, tu sais, on est des humains. Hein? Le reste, c'est pas important. Puis on est des humains dans une nature, là. Fait que ça aussi, c'est important, on s'entend. Mais pour le reste, là, tu sais, qu'est-ce qui est le plus important que les relations humaines? Qu'est-ce qui est le plus important que d'aider son prochain à devenir le meilleur humain qu'il peut être, puis que lui t'aide à devenir le meilleur humain que tu peux être dans un monde que tu veux qui existe encore dans 500 ans, mettons. T'sais. Exact. Donc, Fait que, est-ce que ça manque? Il y en a plus que jamais à plein d'égards. Tu sais, la technologie amène encore plus de relations, mais il y en a moins qu'avant à cause de la technologie aussi, parce que c'est pas le même genre de relation des fois. Il y a plein d'opportunités qui sont créées, qui n'existaient pas avant, qui créent de l'humanité.
Puis il y en a plein d'autres qui sont minimisés ou simplifiés ou sursimplifiés à cause de la technologie. Je ne sais pas s'il en manque. Pour répondre à la question, je ne sais pas s'il en manque, mais il faut toujours la prioriser. Parce que peu importe, comme entrepreneur, peu importe ce que tu fais, tu deals avec des humains pour aider des humains, puis tu as de l'impact sur des humains. Que ce soit, évidemment, tes employés, mais que ce soit, tu as une usine, ben, les gens qui vivent autour de l'usine, tu as un impact sur eux. Tu as un impact sur les gens qui travaillent avec toi, tu as un impact sur tes fournisseurs, sur tes clients, puis tout ça. Ouais. Fait que c'est juste ça qui compte au bout de la ligne. Après ça, toute la recette entrepreneuriale qui vient jouer là-dedans, là, mais je pense que c'est fondamental, absolument. Le podcast s'appelle Meilleur humain, meilleur monde, rencontre avec des entrepreneurs du Québec. Donc, les gens qui écoutent sont des entrepreneurs, sont des pères, des mères de famille. Qu'est-ce que tu aimerais qu'ils retiennent de ton passage à notre balado? Oh my God. J'ai pas de leçon à donner à personne. Fait que retenez rien de ce que je vous dis. Mais j'avais des. Moi, j'aime ça donner des conseils dans la vie. Puis à chaque fois que je donne des conseils, je dis by the way, la moitié du temps, c'est de la merde. T'as le droit de pas être d'accord, ça me dérange pas, mais je préfère le dire que de pas le dire. Mon père avait cette vision-là de dire je préfère dire les choses que de pas les dire puis de regretter de pas les avoir dit. Fait que, après ça, rejeter tout ce que. Est-ce qu'on peut regretter de les avoir dites aussi? Oui, mais là, il faut être assez intelligent puis pour pas dire de niaiseries tout ça. Mais tu sais, j'essaie Enfin, ce que je dirais pour répondre à la question, là, pour les entrepreneurs, spécifiquement pour les entrepreneurs, je dirais vraiment 3 choses. Il n'y a aucun entrepreneur qui est sur son lit de mort, qui s'apprête à mourir, là, puis qui va dire « j'ai pas assez travaillé ». Aucun. Ils vont tous dire le contraire. Ou ils vont dire « je suis content ». Puis je pense que la seule affaire qui compte là, sur notre lit de mort, là, c'est les gens autour de nous. Est-ce que j'ai fait du bien aux gens autour de moi, principalement notre famille, nos enfants? Est-ce qu'ils me parlent encore? Est-ce que j'ai un lien avec eux? Est-ce que j'ai fait des bons humains autour de moi? C'est la seule affaire qui compte au bout de la ligne. Fait que il y a trop d'entrepreneurs, puis je ne suis pas dans le jugement. Je suis dans l'observation, mettons, puis c'est une observation qui m'a permis rapidement de mettre une ligne sur mon rôle d'entrepreneur. Moi, je me suis promis de jamais rater ma famille. C'est pas vrai que je vais utiliser l'excuse entrepreneuriale pour prendre des mauvaises décisions pour ma famille. Évidemment, c'est jamais parfait, puis il y a comme l'équilibre là, qui est pas vacillant, mais qui varie selon les moments. Mais il n'y a personne dans ma famille qui peut me dire « Carlo, t'es pas là. Je suis là. Je suis extrêmement là. » Ma femme est enseignante, je suis plus là qu'elle souvent, parce qu'elle est passionnée par son travail, puis elle est extraordinaire, puis elle travaille fort, puis ça. Je veux dire, je suis extrêmement présent. Puis moi, j'ai 3 garçons. Puis pour les gens qui nous écoutent, qui ont pas d'enfants ou qui ont eu des filles comme enfants, avoir des garçons, c'est un autre monde. C'est autre chose. C'est intense en tabarouette, puis je ne veux pas généraliser, mais de la même façon que les adultes à l'école là, qui n'ont pas d'enfants vont tendance à juger les parents. Les parents sont de même. Moi, si j'étais parent, non, ils ne savent pas c'est quoi. Quand ils vont avoir des enfants, ils vont dire « OK, je comprends pourquoi les parents m'écrivaient des choses comme ça. » Je ne parle pas dans le négatif, mais juste comme « je comprends ces décisions-là. » Les profs ou les adultes à l'école qui ont des enfants mais qui ont des filles, puis là, qui croisent une gang de 3-4 petits gars en classe, encore là, ils ne comprennent pas. Les petits gars, c'est autre chose. Pas mieux, pas pire, là. Mais c'est pas vrai que les gars et les filles, c'est la même affaire. C'est autre chose. Leurs besoins sont différents, leurs interactions sont différentes, leur façon d'exprimer leurs émotions, c'est différent. Puis trop souvent, nos gars à l'école, je dis pas que j'en fais un combat, mais on dirait de plus en plus, nos gars réussissent beaucoup moins bien que nos filles au Québec. Mm-hmm. Le taux de décrochage est de quasiment 20% là, chez nos garçons, alors que c'est 12% chez nos filles. Puis une des raisons, il y en a plein de raisons, et une des raisons, c'est je pense qu'on n'accepte pas qui ils sont comme garçons. On n'accepte pas qu'eux sont plus dans la compétition. On n'accepte pas qu'eux, leur comportement, leurs émotions sont extériorisées beaucoup plus que les filles. Les filles vont pleurer. Là, je suis dans on généralise. Une grande généralisation, mais les gens vont comprendre. Les filles vont pleurer, les gars vont frapper. Mais c'est pas une violence qui mérite d'aller en prison, là. C'est juste, leur cerveau est pas mature, ça sort de même. Il faut encadrer nos jeunes, il faut leur parler, leur montrer à exprimer leurs émotions différemment. Mais si tu comprends pas cette vision de base-là, ce que tu vas faire, tu vas taper sur la tête des petits gars. « Ah, t'es violent! Punition! » Ça marche pas. C'est pas voulu, là. Ils sont de même. Puis ça tue la confiance, ça tue l'estime, ça tue le plaisir et le bien-être de nos garçons d'être à l'école. Puis ça crée aussi des décrocheurs. Je sais pas pourquoi je parle de ça. Tu étais en fait dans les 3 affaires. Les 3 affaires. Donc, aux entrepreneurs, pères, mères de famille qui nous écoutent. Puis tu en avais dit un. J'en ai dit une, c'est on regrette jamais de passer du temps avec nos proches. Là. Exact. On peut juste. Il y a des choix à faire dans la vie, puis quand on travaille trop, on travaille plus,
on a peut-être des meilleures entreprises, on est peut-être plus rentable, on a peut-être plus un impact positif aussi avec notre entreprise, mais on nuit à notre famille, on nuit à notre bien-être. On fait pas de sport, ou on fait pas de lecture, ou on n'aide pas nos enfants. Puis moi, c'est un trade-off que j'ai jamais voulu faire. Évidemment, il y a des semaines, j'ai travaillé plus, mais je veux dire, c'est pas... Pour moi, c'est comme une obsession quasiment, ce qui fait que la décision est relativement facile à prendre, mais il faut accepter les conséquences de ces décisions-là par rapport à l'entrepreneuriat. Puis moi, j'ai souvent pensé que... Moi, j'ai eu mes enfants plutôt jeunes, là. À 50 ans, mes 3 gars sont adultes. Moi, je me vois un revival à 50 ans. Il y en a des born-again Christians. Moi, je vais être un born-again entrepreneur. À 50 ans, je me vois changer le monde x10 en termes d'implication de ce que je fais maintenant. Puis, ça arrivera sûrement pas. Là. C'est juste une... Mais je le vois comme ça, parce que je me dis, OK, mes gars vont être adultes. Le besoin de présence sera pas aussi grand. Puis, ce sera pas le même, en tout cas. Puis, je vais pouvoir avoir encore plus de projets internationaux, probablement. Donc ça, c'est le premier truc. J'entends souvent des parents, puis moi, je suis un passionné de parentalité, puis j'ai entendu souvent des gens très occupés, avec des postes de haut niveau à la télé ou ailleurs, dire « Ce qui est important, c'est le temps de qualité. » Tu sais, avec ses enfants. Ouais. Bullshit. C'est pas vrai. Il faut être là. Tu peux pas remplacer du temps par du temps de qualité. C'est pas vrai que ton enfant va te parler quand toi, tu veux. Si t'es pas là, il te parlera pas. Si t'es pas assis à côté de lui dans l'auto, il te parlera pas. Si t'es pas assis à côté de lui sur le divan, il te parlera pas. Si t'es enfermé dans sa chambre et toi t'es au travail, tu le sais pas. Fait qu'on peut bien blâmer les jeunes d'avoir des écrans et des cellulaires, mais si t'es pas là, qu'est-ce qu'ils vont faire d'autre? Ouais. Tu sais, l'humanité et les relations, c'est la base de tout. Fait que donner du temps, c'est un investissement qu'on regrette jamais, jamais, jamais. Puis la troisième affaire que je dirais, c'est Puis je veux pas être dans le jugement, mais je pense qu'on peut pas être entrepreneur en 2025 sans être obsédé par l'impact qu'on a. Même si... Moi, je suis pas motivé par l'argent. Puis j'ai eu longtemps eu de la misère à parler d'objectifs financiers parce que je trouve ça vide. Tu sais, ça m'intéresse pas, je trouve ça vide. Maintenant, je parle de nombre de personnes qu'on aide. Ça me parle. Puis c'est important l'argent, là. Tu sais, j'ai fait le deuil avec ça il y a longtemps, c'est correct. Il faut en faire de l'argent. Plus on fait de l'argent, mais plus on aide du monde. Fait que plus tu as vendu de trucs, plus tu as aidé le monde. Plus tu as de profit, plus je peux faire de projets de visionnaire puis de bâtir des choses. J'assume ça avec beaucoup de plaisir puis beaucoup de joie. Mais tu peux plus juste faire de l'argent. C'est de moins en moins vrai, on le voit de moins en moins, mais tu peux plus faire ça. Dire, ben moi, j'ai une usine, je me fous de ce que je vends, je vais payer mon monde le moins possible, je me fous de rejeter dans l'environnement des déchets, tant que j'ai un profit à la fin de l'année, mon banquier va être content, mon comptable va être content, moi, je vais être content, ma femme va être contente parce que, je sais pas quoi, on fait des voyages, ça. J'y crois plus. Ces entreprises-là ne survivront pas. Elles survivent déjà beaucoup moins, à mon avis, puis ne survivront plus pour plein de raisons évidentes. Mais ça se bâtit au jour le jour. Tu peux pas dire... ah oui, OK, je comprends. Puis je vais commencer pendant 5-10 ans avec une start-up. On va focusser profit. Puis après ça, on va changer. Non, c'est au jour 1, dans toutes nos actions, que tu bâtis une entreprise, qui a des fondations tellement solides que peut-être que le profit à court terme est un peu plus bas, mais ton profit à long terme, il va exister parce que tu ne feras pas faillite après 10 ans parce que ce que tu fais, c'est de la merde. Puis en plus, tu vas vivre à long terme, puis ton profit va être là, tu sais. Est-ce qu'il y a des entreprises... Ça vaut ce que ça vaut, puis je suis pas dans le jugement. Entrepreneur qui écoutait, je vous juge pas. Ben, écoute, ceux qui sont venus sur notre podcast sont tous meilleurs humains, meilleurs monde. Fait qu'ils sont à quelque part du bon côté de la force. Mais même les autres, j'ai peut-être tort. J'ai peut-être pas rapport, mais moi, c'est comme ça que j'essaie de bâtir mon monde. On opinionne. Oui, c'est ça. Est-ce que tu as des entreprises, justement, que tu affectionnes particulièrement? Pas nécessairement des entrepreneurs modèles sociaux, mais des modèles, je sens que tu écoutes, c'est vraiment la vision qui a drivé la patente ou... le désir d'aider, le désir de je ne sais pas quoi, quelque chose qui te connecte pour toi comme entrepreneur social? Moi, j'ai jamais eu d'idole ou de modèle. Je pense que j'ai beaucoup côtoyé des histoires d'entrepreneurs. J'étais sur un balado d'entrepreneurs aussi qui s'appelle Les Dérangeants. J'en ai rencontré plein. Puis tu sais, je m'inspire d'un paquet de petits trucs. Tu sais, fait que c'est sûr qu'il y a des histoires extraordinaires que tu dis. Pierre Lavoie, qui a lancé le grand défi Pierre Lavoie, après ce qu'il a vécu. C'est extraordinaire, c'est admirable. Il y a 3-4 ans, j'aurais nommé Elon Musk en disant, tu sais, difficile de ne pas admirer l'entrepreneur Elon Musk qui bâtit une nouvelle entreprise d'auto alors que ça ne s'était pas fait depuis 50 ans aux États-Unis, qui bâtit une entreprise qui envoie des fusées dans l'espace alors qu'il n'y avait aucune entreprise non gouvernementale ou non soutenue par des gouvernements qui avait fait ça. Puis finalement, c'est un trou de cul, le gars. On l'aime un peu moins. Là, on l'aime, un peu moins la façon polie de dire les choses. Fait que tu sais... ce que ça veut dire, c'est que moi, ça a longtemps été, OK, ça sert à rien d'admirer du monde. Parce que, on le voit, là, l'exemple d'Elon Musk, tu te dis, hey, ce gars-là est extraordinaire, il est pro-environnement, puis finalement,
C'est peut-être vrai, mais il a perdu complètement le fil de ce qu'il faisait pour aller vers d'autres visions, je présume. Fait que, on s'inspire. Moi, j'ai pas de grands modèles autres. Tes parents, ton père, ta Ben, mère? j'allais nommer ça. Mes parents, mes parents, c'est deux travailleurs d'usine, de milieu pauvre, les deux. Mon père est un immigrant italien. Il a dû faire 50 emplois avant de trouver le bon emploi pour lui. Puis, tu sais, dans le temps, puis avec des gens peu qualifiés, tu choisis pas ton emploi. Il y a comme une chance, des fois, de tomber sur le bon, mais, tu sais, je me souviens, il me disait, mon père, une fois, il dit, tu sais, à un moment donné, j'étais dans une usine à Saint-Jean-sur-Richelieu, puis d'où je viens, puis je ressortais de là, j'étais noir, tu sais, noir dessus, puis ça. Puis il disait, j'espère pas finir ici. Il disait pas comme moi, je dirais aujourd'hui, je finirai jamais ici. Il disait, j'espère pas finir ici. C'est deux façons de penser différentes, tu sais, qui viennent avec, tu subis, tu fais au mieux avec ce que tu as pour bâtir ta vie. Mes parents ont jamais fait des gros salaires, puis ils ont une meilleure retraite que probablement le 3/4 des gens de la classe moyenne que je connais, parce qu'ils ont extrêmement bien géré leur argent. Puis ça, c'est clairement Moi, je suis zéro dépensier. Je suis pas cheap, mais je suis pas dépensier. Fait que, tu sais, c'est un apprentissage extraordinaire de se dire la liberté financière, c'est la vraie liberté. Ou, tu sais, si tu as de l'argent en banque, si tu n'as pas peur de ta fin de mois, tu es libre. Là, tu sais. Puis c'est encore plus vrai quand tu as des enfants parce que tu sais, j'ai un peu promis à ma femme de jamais faire faillite. Fait que ça vient avec. Tu sais, on peut pas le promettre, mais tu sais, c'était comme juste je vais tout faire pour pas que ça arrive. Mais tu peux pas le dire ça une semaine avant de faire faillite. Non. Ça se bâtit sur des décisions intelligentes au fil des années. Ce bout-là est vraiment important, c'est sûr. Cette rigueur-là la rigueur du quotidien. Puis la personne que je cite le plus, moi, dans mon entourage, c'est ma grand-mère, la mère de ma mère, que j'ai beaucoup, beaucoup aimée, qui a eu 14 enfants, 20 grossesses, tu sais, une grand-mère de l'époque. Puis moi, j'ai connu à la fin de sa vie, elle avait dans les 60 ans. Puis elle était très douce et très gentille, mais je pense qu'elle était plus rough que ça avant. Tu sais, tu peux pas avoir 14 enfants, puis pas d'argent, puis tu sais que ça se passe dans Tout le monde est heureux, tout le monde est fin. Mais quand j'ai présenté notre entreprise à Isabelle puis moi, qu'on avait créée quelques mois avant, elle ne comprenait pas bien ce qu'on allait faire, mais elle disait, regarde Carlo, si c'est bien fait, ça va marcher. Puis ça m'est resté, puis je pense que je le répète 3 fois par semaine à des collaborateurs externes. On essaie de bien faire les choses. Puis ça a l'air banal, puis ça a l'air simple, mais c'est dur. Tu sais, c'est facile de tourner les coins ronds, c'est facile botcher. Bien faire les choses, là, c'est dur. Ça nécessite un effort puis un engagement réel. Puis quand on fait bien les choses, on se trompe pas. On se trompe des fois sur ce qu'on accomplit, mais on se trompe jamais parce que c'est comme ça qu'on réussit à vraiment apprendre puis à changer de direction. Fait que bien faire les choses, aussi simple que ce soit comme enseignement, ça m'est resté beaucoup. Puis je le répète beaucoup, puis ça me fait penser à ma grand-mère, fait que ça me rend heureux. Puis en même temps, il y a quelque chose de vrai. Puis quand j'en parle à des partenaires externes, je leur dis ça leur parle. Parce que trop souvent, encore plus avec l'intelligence artificielle probablement, on voit les affaires qui passent qui ont été faites avec l'intelligence artificielle. C'est un outil extraordinaire, mais c'est pas vrai que si tu fais juste poser une question à l'intelligence artificielle, il te pond une réponse, puis tu mets ça dans un courriel intégral ou dans un post Facebook, que c'est bien faire les choses. Non, c'est faire des choses. C'est-tu si bien que ça? Probablement pas. Fait que, mais ça, ce souci du détail-là constant, sans être une obsession, ça m'a toujours servi. Qu'est-ce qui définit un entrepreneur social? T'sais, après ma barre, je vais juste faire une petite catégorie vite fait. Ouais. Je pense que certains diraient que c'est quelqu'un qui est dans des organismes à but non lucratif. Fait qu'il y a vraiment là, y a aucun lien avec le monétaire ou le profit. Ouais. Ou d'autres pourraient dire, mais c'est celui qui est drivé par quelque chose de beaucoup plus grand. Comment toi, tu le définis? Et pour tes propres C'est une bonne question. entreprises? Je pense qu'il n'y a pas de vraie définition. Fait que, tu sais, moi, je pense que je m'assume comme entrepreneur social parce que ce qui me motive, c'est l'impact. Fait que c'est une définition que je prends et que je m'attribue. Je crois beaucoup à l'entreprise privée. C'est un outil extraordinaire pour changer le monde. C'est pas vrai que demain matin, une école va créer un logiciel pour aider les jeunes dyslexiques. Ça n'arrivera pas. Ça prend une entreprise privée qui fait ça. Donc, j'ai aucune gêne à avoir une entreprise privée puis qui fait de l'argent pour faire ça. En même temps, j'ai fondé aidersonenfant.com, qui est un OBNL, parce que là, quand tu veux aider tout le monde puis que tu veux que tes affaires soient gratuites, ben ça prend un modèle qui fit avec ça. Puis le modèle OBNL fitait plus avec cette entreprise-là. Fait que, tu sais, j'admire les gens qui sont des entrepreneurs, mais dans des écosystèmes coopératifs ou OBNL, puis qui vont faire des grandes choses. C'est probablement de l'entrepreneuriat social pur.
peut-être plus pur que moi, je sais pas, mais l'entreprise privée pour faire le bien, quand tu es obsédé par faire le bien, puis en même temps être rentable, ça reste d'entrepreneuriat social. Mais ça dépend. Puis là, tu sais, il y a plein d'entrepreneurs qui vont dire « Ah, ben j'en suis un. » Peut-être. Puis peut-être pas vraiment. Tu sais, il y a dire on veut faire le bien, puis il y a de vraiment vouloir, tu sais, comme pas prendre de décisions contraires, puis d'être un peu trop obsédé par ça. Trop comme dans tu fais moins d'argent. Ou l'exemple d'aider son enfant, c'est un bon exemple. Quand, en 2016, quand Aider son enfant a été lancé, ça faisait 2 ans qu'on travaillait là-dessus, j'ai pris tous les profits de Nureka, qui portait un autre nom dans le temps, mais tous les profits de Nureka des 4 années précédentes, plus un emprunt pour lancer Aider son enfant, puis il y avait 0 revenu pendant 3 ans après. Je m'étais dit, le modèle d'affaires, je ne suis pas sûr, je n'ai pas compris comment faire de l'argent, mais il y a tellement un besoin qu'on va le faire, puis on verra plus tard. Ouais. Ben, ça, c'est peut-être un exemple d'entrepreneuriat social qui, moi, me rejoint en tout cas. Mais après ça, c'est une définition que j'aime pour moi parce que ça me qualifie. Mais après ça, je juge pas. C'est ça. Ce que je fais, c'est pas si extraordinaire. C'est juste, je pense qu'on vit bien ce qu'on doit vivre, en tout cas. On va sauter dans une DeLorean. Tu as vu le film Back to the Future, tu vois de Oui. quoi je parle? Parfait. On va te sauter tout de suite à ton âge 50 ans, parce que tu as nommé ça tantôt, de la 50 ans, mettons, les enfants volent de leur propre aile. De toute façon, ils sont tout le temps chez leurs amis, tu les vois plus. Fait que les heures que tu voulais vraiment investir dans ta famille, ben écoute, ils sont juste pas là. Anyways, la maison est vide, puis là, tu te garoches. Il paraît qu'à 18 ans, la maison est première. possible. Mais mes gars vont avoir 18 ans, quand je vais avoir 50. Je pense pas que la maison va être si vide que ça, mais... Mettons que Mettons. dans le DeLorean, Mettons. qu'on atterrit, que la maison est plus souvent qu'autrement. Ouais. T'es pas mal moins utile que t'étais. Et puis là, tu te garoches tête baissée à fond dans tes projets. Qu'est-ce que tu fais de plus qu'en ce moment? Qu'est-ce que tu as envie d'attaquer en ce moment? Ah, c'est une bonne question. Ce que je trouve difficile en ce moment, c'est de partir de la maison. Tu sais, partir pour des voyages. Oui. On est en Europe depuis 2011. J'ai fait, je sais pas, peut-être une vingtaine de voyages. Non, pas autant. Une quinzaine de voyages, principalement en France, Suisse, Belgique, Luxembourg. Jamais plus que 7 jours, parce que tu peux pas laisser... Moi, je n'étais pas à l'aise de laisser ma femme avec ses 3 enfants en bas âge, tout seul, en me disant, ben non, ça, c'est ma vie, puis arrange-toi. Puis c'était pas des moments faciles non plus à passer, puis mes gars sont intenses, puis comme plein de familles ont plein de défis. Oui. À 50 ans, j'aimerais ça penser que... on passait d'une équipe de... Là, j'ai 42, 43, je sais pas trop, 42, je pense. Passer d'une équipe d'une dizaine de personnes à une vingtaine de personnes. Puis ça, pour moi, c'est probablement mon sweet spot. 20-25 personnes. Plus que ça, je suis pas sûr que je suis la bonne personne. Là, 20-25, pour moi, c'est un mode de vie, l'entrepreneuriat, plus qu'un objectif de dire bâtir une entreprise d'1 milliard. Ça me motive pas, ça. Mais moi, être libre de ma vie, ça me motive. De prendre des décisions, d'avoir personne qui décide pour moi, ça me motive beaucoup plus que d'être 10% actionnaire d'une entreprise de 10 milliards. Ça m'intéresse pas, ça me motive pas. Donc, de garder cette liberté-là, de faire plus de voyages et d'affaires et de vie, là, pas vivre... Ben, tu sais, moi, ce que j'aime le plus en Europe, quand j'y vais, c'est de parler aux gens, puis de travailler avec des gens qui sont là-bas pour le contact humain. Puis, tu sais, du tourisme, c'est sympathique, mais travailler avec quelqu'un, c'est là que tu as un vrai échange de culture, je trouve, tu sais, que juste aller dans un bon restaurant à Paris, tu sais. Il y a de la culture, mais c'est pas la même affaire que de côtoyer quelqu'un dans son vrai quotidien. Fait que ça, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ça. J'aimerais ça travailler avec ma femme Isabelle. Elle est venue quelques fois dans l'entreprise, elle a pris 2 années sabbatiques ici et là, mais Isabelle, c'est comme une force extraordinaire qui se connaît pas encore assez, tu sais, qui a pas compris que c'était... C'est comme un Ken Clark qui sait pas encore qui est Superman, là. Ma femme, c'est un peu ça, puis j'ai l'impression qu'on pourrait faire x10 ce qu'on fait avec elle comme moteur à l'interne. Mais c'est une enseignante de cœur, puis elle aime son métier. Plus de voyages. Moi, je regrette de ne pas pouvoir impliquer plus mes garçons dans mes aventures parce que le contexte scolaire est extrêmement rigide. Mm-hmm. Puis c'est pas valorisé, tu sais, de sortir ses enfants de l'école pour faire un voyage d'affaires. Alors que, tu sais... Puis là, moi, je suis pro-école, je suis pro-enseignant, je suis pro tout ça. Mais qu'est-ce qui est mieux pour un enfant, à la pièce comme ça, là, qu'est-ce qui est mieux pour un enfant de passer une semaine en Europe à suivre un parent qui fait du travail, mettons, là, tu sais, puis qui t'apprend de la vie comme ça, ou rester une semaine à l'école à faire 3 cours de français, 3 cours de maths, 2 cours de sciences, 1 cours d'art plastique, puis des récréations, puis des dîners devant ton téléphone, mettons. Tu qu'on t'aurait demandé à Isabelle, là, qu'est-ce qu'elle dirait, mais... Ah, Isabelle est d'accord avec moi. Elle est d'accord à 100%. Cette rigidité-là, qui vient pour plein de raisons, là, c'est pas le fun, là. Tu sais, il y a des enfants qui pourraient vivre des trucs comme ça. Moi, mes 3 garçons sont allés à l'école alternative au primaire, une école où on valorise, leur bien-être, ce qui est
ce qui est comme un peu ironique que nos écoles ne soient pas tous axées sur le bien-être de nos enfants. Ouais. Valorise le bien-être, des projets personnels. Tu sais, comment tu peux demander à des adultes d'avoir des projets de vie quand jamais dans leur parcours scolaire, et j'exagère là, on leur demande de bâtir un projet. Un projet, ça peut être une présentation. Mon plus jeune a une phase où il était passionné par le REM. Mais il a bâti un projet sur le REM, puis c'est une visite du REM avec sa classe. C'est une présentation. Ils font des présentations, ils font 23 par année. De la gestion de projet, planification, organisation, puis tout ça. C'est extraordinaire. Puis pour la motivation, mon gars a pu parler du REM, pas du sujet obligatoire en classe. T'sais. C'est banal, là. C'est pas compliqué à mettre en place. Puis de faire des jeunes forts, de ne pas avoir peur, puis de les mettre à l'égal de l'adulte. Oui, l'adulte prend des décisions, mais c'est la classe de l'enfant. C'est pas la classe du prof. Moi, je ne crois pas à ça, la classe du prof. Non, ils sont 20, 25, 30 enfants, ils ont des opinions, ils ont des idées, ils sont en construction. Nourrissons-nous de ça. Puis c'est ça qui va faire qu'on va faire des jeunes, une génération forte. Puis ils sont extraordinaires, nos jeunes. Là. Ils sont brillants, sont allumés, sont éveillés. Les jeunes d'aujourd'hui sont x10 les jeunes d'il y a 20 ans. Là. De la même façon que les parents d'aujourd'hui aussi sont x10 les parents d'il y a 20 ans. Mais quand on écoute les nouvelles, puis quand on écoute le ministre de l'Éducation qui dit « L'éducation, ça commence à la maison », puis il dit ça juste quand ça va mal, tu sais. Il dit « Il y a la violence à l'école. L'éducation, ça commence à la maison. » C'est sûr, on a fondé aidersonenfant.com pour ça. Mais le parent, il n'est pas à l'école. Puis quand il y a des adultes qui crient après nos enfants, c'est correct, ça? C'est sûr. C'est pas correct. Mais ça se fait. Ça se fait dans toutes les écoles du Québec. Des adultes qui crient contre les enfants. Une fois de temps en temps, ça fait les médias. Une fois de temps en temps, il y a un parent qui finit par enregistrer l'adulte. Puis là, l'adulte crie après les enfants, année après année. Il y a une personne qui travaillait avec moi. Sa fille était dans la classe d'une des dames qui a été prise à crier contre les enfants là, à Sainte-Marthe ou à Saint-Eustache, je ne sais pas trop. Puis elle avait une réputation. L'adulte était là année après année. Les enfants le disaient... Mais il n'était pas cru ou il s'était banalisé. Ah oui, ben elle est sévère. Elle n'est pas sévère, elle est méchante. Oui. Puis, elle a été démise de ses fonctions, je pense. Savez-vous qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Elle enseigne. Exact. Elle enseigne quelque part sur la Rive-Sud. Mais ça, c'est nuire aux enfants. Puis là, je blâme pas les profs, mais je blâme ces profs-là. Il y a comme un enjeu là. Je sais pas pourquoi je parle de ça. Je reviens à mes gars. Avoir plus mes gars avec moi. Pas qu'ils prennent la relève. Ça m'intéresse pas qu'ils prennent la relève. Ils feront ce qu'ils veulent. Mais ces expériences de vie-là, j'aimerais ça peut-être en vivre avec eux. Moi, je suis tout le temps avec mes gars. On fait plein d'affaires ensemble. Je me suis acheté une voiture dans la dernière année. Chaque visite de concessionnaire, c'était avec eux. C'était comme, quelle occasion extraordinaire. Puis c'est long. Puis des fois, je serais allé dans le jour. Là, j'attendais que mes gars reviennent de l'école ou on y allait le samedi. Quelle occasion extraordinaire que pour des enfants ou des jeunes adultes, peu importe, de voir quelqu'un acheter une auto. Sinon, tu fais ça la première fois de ta vie puis tu te fais avoir par les vendeurs. Puis là, c'est une industrie qui est mal évoluée. Là. Anyway, c'est ça. Donc, je pense qu'il y aurait plus de ça. Plus d'Isabelle, plus d'enfants, puis plus d'international, un peu, si ça sert. Puis il y a des milieux en France, là, le Québec, on est à l'avant-garde de l'aide aux jeunes qui ont des difficultés ou des troubles d'apprentissage. On est l'envie d'une partie du monde, dont la France. Quand moi, je vais en France, on est vu comme le cousin canadien, cousin québécois. Puis ce qu'on fait en pédagogie, c'est wow. Fait que, tu sais, on s'autoflagelle ici, pour plein de bonnes raisons, des fois. Mais ce qu'on fait dans croire vraiment que les jeunes peuvent réussir, c'est plutôt bien intériorisé là, dans le système, incluant les jeunes qui ont des troubles d'apprentissage. En France, ils sont au Moyen-Âge. C'est un système complètement élitiste qui favorise les bonnes familles, tu sais, les grandes familles, dans des écoles de grandes familles. Les jeunes qui ont des troubles d'apprentissage, le système ne croit pas qu'ils peuvent réussir. Alors que c'est les jeunes dont on a besoin dans le monde de demain. Je termine avec ça. Il y a une étude de Ernst Young, il y a quelques années, vous connaissez le bureau de comptable? Bien sûr. Sur la dyslexie, qui a montré que les jeunes dyslexiques ont encore plus les compétences du monde de demain que la moyenne des ours. Créativité, esprit d'initiative, entrepreneuriat, résolution de problèmes complexes, travail d'équipe. Ces jeunes-là, au quotidien, vivent ça beaucoup plus que nous trois ensemble dans notre quotidien. Le monde de demain, c'est un monde d'automatisation, de robotisation, d'intelligence artificielle. Les compétences de base, là, lire, écrire, compter, vont être beaucoup moins importantes. Elles sont importantes, mais, tu sais, veux pas, là, qui écrit encore tant que ça? Pas tant, tu sais. L'intelligence artificielle, ça fait 2-3 ans que c'est dans notre vie. Ça a déjà pris une place. Malade l'impact que ça a. C'est extraordinaire pour plein de raisons. Mais nos jeunes de demain, l'école sert à préparer les jeunes pour leur vie de demain. Est-ce que c'est vraiment une vie qu'on prépare? Est-ce que les diplômes aujourd'hui valent encore
répondre à ça, je doute un peu. Je pense qu'il y a un travail à faire là-dessus. Mais qu'est-ce qu'il y a de pire? Tu sais, les jeunes qui ont des troubles d'apprentissage, c'est des jeunes à qui on dit au quotidien qu'ils sont pas bons. Puis là, j'exagère, là, ils sont beaucoup aidés. Mais eux, ils se sentent pas bons. Ils ont des troubles de lecture et d'écriture. Donc, leur cerveau fonctionne aussi bien, même leur QI, moyenne ou au-dessus de la moyenne. Mais ils ont une difficulté d'écriture. C'est comme si je t'enlève tes lunettes puis je te dis « essaie de lire ». Puis tout le temps, tu vas te dire « je suis pas intelligent ». L'autre à côté, il est capable, toi, tu n'es pas capable, tu te sens pas bon. On te donne des lunettes, « oh my God, je suis bon ». Fait que le double drame des jeunes qui ont des troubles d'apprentissage, c'est ils se sentent pas bons. Puis des fois, dans certains milieux, on leur dit qu'ils sont pas bons, par des notes ou par des commentaires. Mais le double drame, c'est qu'on a encore plus besoin de ces jeunes-là dans le monde de demain. Le monde de demain, eux, ils ont encore plus les compétences. Tu sais, la créativité, là, c'est pas enseigné. La créativité, c'est même pas valorisé à l'école. Au contraire, dans plein de milieux, l'élève qui veut faire différemment et, je veux dire, rabroué, je veux pas dire ça méchamment, mais tu sais, on lui dit non. C'est comme ça qu'on fait les choses, ça. Ouais. Mais ça, là, c'est un talent et une compétence à développer pour tout le monde et ça s'enseigne. Comme les compétences socio-émotionnelles, ça s'enseigne. Puis c'est hallucinamment important dans le monde de demain, encore plus qu'aujourd'hui. On va réatterrir la DeLorean pour t'annoncer que dans le temps réel dans lequel on est, on est arrivé à la fin de l'entrevue. Non! Je te jure. Ça fait déjà quelques minutes. Je te l'avais dit que ça passerait vite. J'avais vu le timer qui était fini. Mais j'ai comme faut que je dise ce que j'ai à dire. C'est parfait. Ça a fait un bon mot de la fin. Normand, qu'est-ce que écoute, moi, ce que j'ai retenu, premièrement, ta grande générosité, ta passion dans tes propos, dans tes opinions. Mais je reviens sur le dénominateur commun, la relation. Développer nos relations. Utiliser les outils technologiques pour améliorer et non pas s'isoler. Ouais. Et puis, vraiment, quand on met l'humain de l'avant, il y a des choses extraordinaires qui arrivent. Merci. Moi, j'ai compris pourquoi que quand on cherche sur Internet, l'Internet pense que tu es enseignant parce que tu as une vision vraiment extrêmement profonde pour l'éducation en général. En fait, je serais littéralement un enseignant non légalement qualifié si j'allais dans le réseau et je serais pas à la hauteur de la tâche parce que c'est un métier en soi. C'est tough être enseignant, là. C'est les programmes, c'est l'évaluation, c'est la gestion de classe, c'est l'aide aux élèves à besoins particuliers, c'est l'aide aux élèves qui ont des enjeux de comportement, c'est la communication avec les parents, avec les collègues. C'est extrêmement difficile et complexe. C'est pas une tâche mince, puis il faut s'occuper de ces adultes-là qui prennent soin de nos jeunes. On va te laisser la tâche du visionnaire pour l'éducation à ce moment-là, étant donné que tu t'es que tu as découvert que c'est ça que tu es dans la vie. Tu as clairement une belle grande vision pour ça. Merci d'avoir pris du temps avec nous. Merci à vous deux. Merci. Et à une prochaine. À la prochaine.